Et quand l'esclavage a commencé, au, au tout début de la création de l'Amérique, et qu'ils avaient besoin de gens pour travailler dans tous les champs, etc. Mais c'est quoi? C'est les Blancs, ils sont arrivés, et puis ils ont dit aux Noirs, allez, ça y est, devenez nos esclaves. Enfin, qui c'est qui va prendre une chose pareille? Ils ont payé sur place des gens, ils leur ont donné des armes, parce qu'en Afrique, il n'y avait pas de revolver, il y avait pas de canon, il y avait pas de pistolet. Ils ont pris des groupes d'hommes noirs, ils les ont payés gracieusement, et ils leur ont dit, vous êtes avec nous, et vous allez nous aider à prendre cette population et l'amener chez nous. C'est comme ça que ça a fonctionné. J'oserais presque dire, et ça me fait très mal de le dire, un petit peu comme dans les camps de concentration, où il y avait aussi ce qu'on appelle les capots. C'était quoi les capots? Ben, c'était des juifs. C'était des juifs qui, pour sauver leur peau, les Allemands leur avaient dit, si vous nous aidez à tuer des juifs, votre femme et vos enfants ne seront pas tués. Et un homme, quand il entend qu'on va tuer sa femme et ses enfants, il perd la tête. Et donc c'est comme ça qu'on est arrivé dans tous les camps de concentration, que le premier qui était vraiment face aux juifs et qui les fouettait et qui tirait dessus, c'était très souvent des juifs eux-mêmes, qui pour sauver leur peau ou sauver leurs femmes et leurs enfants étaient prêts à tuer leurs frères. Bienvenue dans le deuxième volet consacré à la participation des Africains à la traite négrière. Ceux qui sont présentés comme spécialistes de la traite négrière et de l'esclavage résument ces 400 ans à un commerce entre les nations européennes et les rois africains. Ils disent que les Européens achetaient des esclaves que leur vendaient les rois africains. Là, déjà, il faut faire une correction. Ce n'est pas les rois africains, mais des rois africains. Cette nuance est importante parce que les, c'est un article défini. Quand on dit les, on dit tout le monde. Des, c'est un article indéfini. On dit que dans un ensemble, certains ont fait ceci ou cela. Donc, dire les rois africains ont vendu, c'est une inexactitude. Dire des rois africains ont vendu, c'est une réalité objective, mais on va expliquer dans cette vidéo et dans la suivante pourquoi des rois africains ont participé à la traite négrière. Ensuite, ces spécialistes de la traite omettent de parler d'une chose fondamentale. Les Européens n'achetaient pas seulement des esclaves, ils capturaient aussi des Africains chaque fois qu'ils en avaient l'opportunité. Durant ces 400 ans, les Européens ont utilisé deux modes d'acquisition d'esclaves, les achats et les razzias. Et les Occidentaux aujourd'hui occultent totalement ou presque la partie razzia, parce que s'il était admis que les Européens capturaient des Africains, on ne pourrait plus objectivement réduire ces 400 ans à un commerce. Pour comprendre ce qui s'est vraiment passé, pour comprendre si cette traite a vraiment été un commerce ou non, il faut écouter ce que disent les témoins oculaires et pas ceux qui aujourd'hui font du bricolage avec les faits historiques. En 1842, l'ouvrage Recherches statistiques sur l'esclavage colonial, publié par Alex Moreau de Jeunesse, en fait mention. Alex Moreau de Jeunesse était, je le rappelle, le statisticien officiel du gouvernement français. À la page 8, il rappelle le début de la traite négrière européenne avec les Portugais et il parle de l'entrée de la Grande-Bretagne dans ce trafic. Et il explique que cela a été mené par le capitaine John Hawkins sous le règne de la reine Élisabeth. Et il dit ici, les aventuriers anglais suivirent cet exemple, l'exemple des Portugais. Et le capitaine Hawkins, qui fut élevé à la dignité de chevalier par la reine Élisabeth, ayant pris, notez bien cette précision qu'il donne, par achat ou de vive force,
300 nègres sur le rivage de Sierra Leone. Il alla les vendre à Santo Domingo aux colons espagnols. Donc, les nègres pris par les Anglais l'avaient été soit par achat, soit de vive force. Donc, la traite négrière européenne, c'est bien deux modes d'acquisition des esclaves, l'achat et les captures. En 1828 est publié le Dictionnaire de la pénalité. Et à la page 512, l'auteur rappelle que la traite, c'était des captures. Voici ce qu'il dit. Des navires qu'on appelle négriers sont armés et disposés pour la traite. Ils mettent à la voile, arrivent sur les côtes d'Afrique où, notez cette phrase, l'équipage embarque tous les nègres dont il peut s'emparer. Donc, l'équipage du navire, des navires négriers, quand ils arrivaient en Afrique, ils capturaient autant de nègres qu'ils le pouvaient. Et il ajoute ici que ces Africains sont tout simplement victimes du droit du plus fort. Dans une pétition adressée au Parlement français en 1821, Joseph Morenas rapporte un fait qui s'est produit en 1807 à titre d'exemple. Pages 54 et 55. En 1807, les négriers de Saint-Louis ayant besoin d'esclaves firent partir un armement destiné en apparence pour Galam, qui se rendit, sous le commandement de M. Charbonnier, à Alébia appartenant au pôle. Ceux-ci reçurent les Français sans défiance, établirent des échanges et fournirent les vivres qu'on leur demanda. La journée se passa en réjouissance. De la part des Européens, c'était le rugissement du tigre à la vue de sa proie. Donc il explique ici que des Français vont dans une tribu africaine, les Africains les accueillent avec générosité, avec amitié, il y a des réjouissances, mais les Français, eux, ont une idée derrière la tête. Le village fut assailli au milieu de la nuit, et ces malheureux furent faits esclaves ou périrent en défendant leur liberté. Plusieurs ont été transportés dans différentes parties de l'Amérique. Ceux que le malheur a conduits dans nos colonies sont morts ou languissent dans le chagrin d'être séparés pour toujours de leur famille. Quelques-uns, arrivés à Cuba, ont obtenu leur liberté à force de travail, etc. Voilà ce qui se passe. Les Français veulent des esclaves, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils se font accueillir amicalement par une tribu africaine et pendant la nuit, ils les attaquent et capturent autant d'Africains qu'ils le peuvent. Et au passage, ils tuent ceux qui résistent, ceux qui se battent pour leur liberté. Cet aspect de la traite négrière européenne est aujourd'hui occulté. C'est-à-dire que quand on en parle aujourd'hui, on parle exclusivement d'achat et de la collaboration de quelques rois africains. On ne parle jamais des razzias que les Européens faisaient durant ces 400 ans. Cette partie-là est totalement occultée. Et pourtant, la traite négrière européenne, c'était d'abord ça. Et les achats, comme nous le verrons par la suite, ce système n'a été mis en place que parce qu'il y avait des zones qui étaient inaccessibles ou difficilement accessibles aux Européens. Et donc pour cela, ils devaient passer par des intermédiaires. Dans son livre « Description de l'Afrique », Léon l'Africain raconte comment les Européens faisaient des razzias dans les îles Canaries. Les îles Canaries, je rappelle, ce sont 7 îles. Et les Européens avaient colonisé 4 de ces 7 îles. Les 3 autres étaient toujours occupées par les autochtones, qui étaient des personnes noires.
À la page 406, Léon l'Africain montre une représentation d'un de ces autochtones. Ici, portrait des habitants de l'île de Tenerife. Voilà un habitant type de ces îles et vous pouvez constater que c'est clairement une personne négroïde. Et que se passait-il? Dans les 3 îles, les Noirs vivaient tranquillement. Par contre, les Européens, eux, faisaient régulièrement des incursions chez eux pour capturer des esclaves. C'est ce qu'ils racontent aux pages 404 et 405. Ce qu'ils réputent à très grand honneur, comme affirment les chrétiens des 4 îles, lesquels ont coutume, avec quelques fustes, d'aller surprendre de nuit ces Canariens idolâtres, et bien souvent enlèvent hommes et femmes, qu'ils envoient en Espagne vendre pour esclaves. Que se passe-t-il? On a 7 îles, 4 sont occupées par des Européens et 3 par des Noirs. Et que font les Européens? Ils attendent la nuit et vont chez les Africains capturer des hommes et des femmes qui vont ensuite vendre comme esclaves. L'abbé Raynal, dans le tome 3 de son Histoire philosophique et politique, raconte un fait qui s'est produit en 1752. Des Anglais étaient allés en Afrique et avaient capturé des Africains. Dans leur convoi, il y avait un chirurgien qui, étant tombé malade, n'avait pas pu repartir avec eux. Et un Africain avait décidé de l'héberger, de lui donner l'hospitalité jusqu'à ce qu'il retrouve la santé. Quand les autres Africains ont appris que un blanc était resté là, ils ont demandé à son hôte de le livrer pour qu'il soit exécuté. Le noir qui l'hébergeait a calmé la foule en leur rappelant le principe inaliénable de l'hospitalité africaine. C'est-à-dire qu'en Afrique, quand vous hébergez quelqu'un, quand vous accordez l'hospitalité à quelqu'un, vous lui devez protection tant qu'il est chez vous. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que les Africains ont dit au moment où ils ont réclamé la tête de cet homme blanc. Voici ce qu'ils disent. « Le blanc qui est chez vous, s'écrie-t-il, il doit être mis à mort, puisque ses frères ont enlevé nos frères. Les Européens qui ont ravi nos concitoyens sont des barbares. » Qu'est-ce qu'on constate ici? Les Européens avaient l'habitude de capturer des Africains pour les esclavagiser. Et ces Africains sont révoltés. Ils veulent les tuer. Parce que comme ils disent ici, ceux qui font ce genre de choses, ce sont des barbares. Des gens qui vont dans un pays capturer des gens pour les esclavagiser, ce sont des barbares. Voilà ce que pensent les Africains de la traite négrière. Et ça, les Européens ont fait cela durant toute la période de la traite. Durant les 400 ans de traite négrière, les Européens ont capturé des Africains. Et cet aspect de la traite négrière européenne n'est quasiment jamais évoqué aujourd'hui. Ils disent que les razzias européennes, c'était essentiellement au début de la traite, lorsque les Portugais ont débarqué sur les côtes africaines, mais que après cela, ce n'était que des achats. Mais ce n'est pas la vérité. Les razzias européennes ont duré durant les 400 ans de la traite négrière. Karl Wadström, un économiste suédois qui a passé plusieurs années en Afrique, dit dans son livre Observations sur le commerce des esclaves, publié en 1789, il est trop bien connu, au moins sur certaines parties de la côte, que les Européens n'ont jamais manqué
quand l'opportunité se présentait, de saisir des natifs sans méfiance d'Afrique et de les emmener de force dans leur propre colonie. Jean-Baptiste du Tertre, dans son livre publié en 1677, mentionne à la page 130 une capture de nègres faite par les Hollandais. L'abbé Sibir, dans sa lettre aux colonies publiée en 1789, explique que les négriers, durant le trajet qui les menait en Afrique, élaboraient des scénarios de kidnapping et qu'ils s'entraînaient. Page 53. Voulez-vous donc savoir par quelles étranges manœuvres se fait dans la Guinée la recrue des esclaves? Et quelle est la source la plus féconde d'où partent tant de noirs qui pleuvent en abondance et viennent s'engloutir dans nos vaisseaux dévorateurs? Les enlèvements continuels faits par les Européens eux-mêmes ou par les marchands à leur instigation. Quelle tragédie sanglante dont hier la répétition se donnait en petit à bord des bâtiments et dont aujourd'hui la pièce scandaleuse, trouvant pour la représenter plus d'acteurs et d'espace, va se jouer en grand dans les vastes plages de l'Afrique. Lancés en avant, des matelots armés sont envoyés à la découverte par des officiers qui les suivent de près et des capitaines qui avaient réglé l'ordre de l'attaque et qui ferment la marche. Les premiers actes d'hostilité s'exercent sur le rivage et ne produisent encore qu'une insuffisante moisson. Voilà comment les choses se passaient. Et on peut déjà, à ce stade, arriver à une première conclusion. Il est indécent et inexact du point de vue historique de parler de commerce. L'expression commerce triangulaire est une supercherie. La traite négrière européenne, c'était ça. C'était du kidnapping, fait soit par les Européens eux-mêmes, soit des personnes qui travaillaient pour eux. Mais dans tous les cas, ce sont toujours eux qui étaient à la manœuvre. Pourquoi ont-ils fait appel à des intermédiaires? Parce que, comme nous le verrons par la suite, des zones en Afrique leur étaient inaccessibles. La majorité des Africains vivaient à l'intérieur des terres, ce qui était pour eux des territoires inhospitaliers et difficilement accessibles. Et donc c'est pour cela qu'ils ont mis en place un système en apparence commerciale où ils utilisaient des intermédiaires qui allaient, pour eux, pénétrer à l'intérieur de ces terres pour faire des esclaves. Et nous verrons par la suite les moyens, les techniques qu'ils ont utilisés pour amener ces personnes à travailler pour eux. Mais on peut tirer une deuxième conclusion. Une grande partie des accusations portées contre les rois africains sont fausses, parce que les Européens attribuaient aux rois africains des crimes que eux-mêmes avaient commis. Je m'explique. Sur quoi repose essentiellement l'accusation selon laquelle les rois africains vendaient des esclaves aux Européens? Elle repose essentiellement sur les documents élaborés par les négociants européens en Afrique. Ces documents listaient les Noirs achetés ainsi que les coutumes, c'est-à-dire les produits donnés en échange de ces Africains. Mais la question qui se pose est la suivante. Quand ils capturaient des Africains, et on a vu qu'ils l'ont fait durant les 400 ans, quand ils capturaient des Africains, est-ce qu'ils le mentionnaient dans leurs documents? Y avait-il deux sections? Une section qui liste les Noirs achetés et une section qui liste les Noirs capturés? Pas du tout. Leurs documents ne listaient que des Noirs achetés. Et là, il y a un problème parce qu'on sait qu'ils en capturaient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils marquaient sur leurs documents que des Noirs avaient été achetés à tel roi africain, alors qu'en fait, ces Noirs avaient été capturés par eux. Ce qui veut dire qu'ils attribuaient à des rois africains des crimes que eux
avaient commis. Thomas Clarkson, dans son livre Le cri des Africains publié en 1821, évoque ces razzias européennes et donne une précision à la page 11. Les négriers d'Europe ont poussé l'audace et la perversité jusqu'à enlever eux-mêmes les habitants lorsqu'ils ont cru pouvoir le faire sans danger, sans être découverts et sans avoir à craindre des représailles. Combien de fois n'ont-ils pas saisi des canaux isolés dans les rivières et sur la côte? Les malheureux qui s'y trouvaient étaient pris et emmenés aux Indes occidentales, patrie de l'esclavage. Thomas Clarkson dit que chaque fois que les Européens en avaient l'occasion, ils capturaient des Africains. Mais il précise que ils faisaient en sorte de ne pas être découverts, ce qui suppose qu'ils ne le mentionnaient pas dans leur rapport. Gardez ce point dans un coin de votre tête, nous y reviendrons plus tard. Revenons à notre époque. Comment enseigne-t-on la traite négrière aujourd'hui? Je vais du principe que ce qu'on appelle aujourd'hui le travail de mémoire, toutes ces commémorations sur la traite négrière et l'esclavage, ne sont que de la propagande au service des anciennes puissances esclavagistes. Parce qu'on ne raconte pas aux gens ce qu'a vraiment été cette traite négrière. On raconte une histoire tronquée. Un groupe de jeunes a participé à une visite guidée au musée d'histoire de Nantes. Et évidemment, on n'a pas omis de mentionner qu'il y a une responsabilité partagée. Il n'y avait pas de loi qui interdisait d'en parler, mais la honte. La honte pour qui? Pour les Français? La honte pour les Français. La honte pour qui? Pour les descendants de colons aussi, les descendants d'armateurs qui se sont enrichis. Les descendants d'esclavagistes. Et les descendants d'esclavagistes. Et en Afrique, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait avoir honte à votre avis? Bah si. Les rois africains. En fait, voilà, cette histoire-là, elle a de lourdes répercussions sur aujourd'hui. Et, comme le dit Aimé Césaire, connaître son passé, c'est mieux avancer vers l'avenir. Maintenant, un enfant va poser une question primordiale. Il va demander pourquoi les rois africains ont fait ça. Notez ce qui va lui être répondu. Mais est-ce que celui qui les conduisait là, il recevait de l'argent ou quelque chose en retour? Oui, quand tu c'est regardes des traîtres, le... en fait. Ah ouais. C'est compliqué, c'est bien plus C'est compliqué sale. qu'on ne l'imagine. Tu vois, tu as traite générale, coutume, courtage et paiement. Coutume, c'est les cadeaux qu'on faisait aux chefs africains. D'accord. Et courtage et paiement, c'était pour les courtiers, donc les gens qui amenaient les esclaves. Donc il y en a qui en profitaient. Ah. Ah d'accord. Je pensais pas, mais bon. Les chefs africains, les princes, les rois ont pratiqué la traite négrière pendant 10 siècles. C'est bizarre quand même, non? Qu'est-ce qui peut justifier, entre guillemets? C'est tout simple. Hein. Je suis d'accord qu'ils étaient menacés, machin, mais... Ils étaient pas menacés, les chefs, pour faire ça? Ils étaient pas menacés. Demande à tes copains. Pour avoir de la marchandise. C'était pour avoir de la marchandise. Bah ouais, mais... À manger et tout. Pour être riche. T'as un chiffre ici de 319 000. livres. C'est ce que la campagne de traite négrière va coûter à l'armateur. Donc, les rois africains n'étaient pas du tout menacés. La réponse est catégorique et sans nuance. C'était pour avoir des marchandises. Et on ajoute une ineptie historique, à savoir que les rois africains ont été trafiquants d'esclaves pendant 1000 ans. Voilà le genre de bêtises que l'on raconte aux enfants aujourd'hui. Donc, nous, on ne va pas raconter une histoire tronquée. On va vraiment faire de l'histoire. Il y a eu, du côté des rois africains, de la résistance durant les 400 ans de la traite européenne. C'est un fait, nous y reviendrons. Et il y a eu des rois qui ont collaboré. Mais la majorité de ces rois ont collaboré parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Parce que comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, les Européens utilisaient soit la force, soit la ruse pour les faire plier. Seule une minorité de rois africains ont accepté volontairement de collaborer. Et c'est sur cette minorité qu'ils orientent les projecteurs pour nous faire croire que la traite négrière se résumait à ça. Alors, on va à nouveau préciser les choses.
Chaque fois que les rois africains se révoltaient contre les Européens et leur trafic négrier, ils s'exposaient à des représailles. C'est pour ça que, dans un texte adressé à l'Assemblée nationale en 1789 intitulé « Mémoire en faveur des gens de couleur et de sang mêlé », l'abbé Grégoire déclare à la page 4 que c'est par la force que les Européens ont esclavagisé les Africains. L'abbé Prévost, dans son Histoire générale des voyages publiée en 1746, parle d'une de ces révoltes des Africains contre les Européens et il montre ce qui va se passer. Page 15. Je précise qu'il s'agit du tome 4 de l'ouvrage et ce passage nous rappelle quelque chose que je préciserai plus dans la partie suivante, à savoir que la traite négrière, c'était une guerre. Et l'extrait que je vais vous lire va vous montrer ce qui se passait quand les Africains résistaient. Il était arrivé au Cap Corse, où les nègres lui firent un accueil favorable et lui firent espérer que leur roi viendrait le visiter à bord. Étant sans défiance, il parle ici du chef hollandais. Il envoya sa chaloupe avec une partie de ses gens pour recevoir ce prince au rivage. Mais les nègres, qui s'étaient embusqués dans leurs canots, fondirent sur la chaloupe et massacrèrent tout l'équipage à la réserve d'un ou deux matelots qui se sauvèrent à la nage. Donc là déjà vous voyez que les Africains ont résisté. Il y avait une résistance africaine face aux Européens et à leur commerce. Mais voyez ce qui se passe ensuite. À la vérité, cette trahison fut punie sévèrement. Mathieu Cornelius, autre capitaine hollandais, commit de si furieux ravages sur la même côte que son nom fit longtemps trembler les nègres. Là encore, nous avons une démonstration de ce qui se passait quand les Noirs se révoltaient contre les Européens et leur trafic négrier. Et cette seule expression donne une idée des atrocités que ces Européens commettaient sur les côtes africaines lorsqu'il y avait de la résistance. Ça nous donne une idée du nombre de morts que ces gens faisaient sur les villages africains lorsqu'il y avait de la résistance. Reprenons le récit d'un négrier dont nous avons déjà parlé, Jean-Baptiste Léonard Durand. Il raconte dans son livre publié en 1802 qu'un jour, 3000 Noirs se sont rassemblés pour attaquer les négriers et qu'ils ont réussi à les chasser. Mais le lendemain, les négriers avec du renfort ont riposté. Pages 42 et 43. Ducasse, instruit de cet attentat, donc attentat suite à une révolte des Africains, reconnut mais trop tard la perfidie d'Obsac, parce qu'il s'explique dans le contexte que c'est des Hollandais qui avaient soufflé aux Africains de se révolter contre les Français. Il revint avec son escadre et se hâta de porter la guerre sur les terres des nègres révoltés. La fortune seconda ses armes, il mit en fuite ses ennemis, il en tua un grand nombre, fit beaucoup de prisonniers, brûla tous les villages à 2 et 3 lieues dans les terres, pilla et ravagea tout le pays. Les nègres épouvantés demandèrent grâce. Ils envoyèrent comme otages 2 des plus grands seigneurs de la cour du roi Tin, qui avait été le premier à fausser ses engagements et qui reçut la paix aux conditions qu'on voulut lui imposer. Voilà ce qui arrive. Les Noirs se révoltent et donc les négriers français massacrent tout le monde. Le massacre est tel que les nègres sont épouvantés et finalement demandent grâce. Une fois encore, on instaure la terreur. Et c'est par cette terreur qu'on obtient la soumission des rois africains. Et donc, ces rois africains acceptent les conditions que les négriers
veulent leur imposer. Et on nous précise plus bas, et les Français gardèrent en compensation et comme esclaves les prisonniers qu'ils avaient faits pendant la guerre. Donc c'était bien une guerre. C'était bien une guerre. C'est par cette guerre que le trafic négrier avec les Français a été maintenu. Mais ce n'est pas fini. 3000 Noirs vont se révolter et tenter de les chasser. Les nègres et les princes de Rufisque n'avaient point encore paru partager la perfidie de leurs voisins. Parce que les nègres qui se révoltent sont des gens perfides. Les Français étaient sans méfiance sur leur compte lorsque tout à coup, Ducasse, c'était le commandant du fort négrier, fut attaqué par plus de 3000 nègres soulevés contre lui et les employés du comptoir. Ils l'assiégèrent dans sa maison et tirèrent sous la couverture tant de flèches ardentes qu'ils y mirent le feu. Il ne dut son salut qu'à la fuite. Il se sauva à la nage dans sa chaloupe avec 5 ou 6 hommes qui lui restaient. Dans sa retraite, il perdit 10 hommes tués sur la place et 4 furent mortellement blessés. Que va-t-il se passer ensuite? On nous dit Ducasse tira une vengeance éclatante de cet outrage. Il parut sur la côte le lendemain avec des brigantins et des chaloupes armées. Il enleva tous les canots des nègres, y fit une descente à la tête de 300 hommes, força les nègres qui voulaient s'y opposer, emporta l'épée à la main, un gros village de plus de 1000 cases, le pilla, le brûla. Il prit et fit esclaves tous les habitants, et, pénétrant dans les terres jusqu'à 3 ou 4 lieues, il porta partout la désolation et la mort. Voilà ce qu'était la traite négrière. Les Noirs se révoltent. Donc que font les négriers? Ils réquisitionnent des bandits, des brigands, et, associés avec eux, ils attaquent les villages des Africains, ils brûlent, ils pillent. Le texte dit qu'ils portent partout la désolation et la mort. Une fois encore, on instaure la terreur pour que tout le monde sache ce qui se passe quand on se révolte contre les Européens. Voilà ce qui s'est passé durant les 400 ans de traite négrière. Et voici ce qu'aujourd'hui on raconte aux enfants. Ils n'étaient pas menacés les chefs pour faire ça? Ils n'étaient pas menacés. Demande à tes copains. Pour avoir de la marchandise. C'était pour avoir de la marchandise. Bah ouais, mais De 1789 à 1792, il y a eu en Grande-Bretagne une commission d'enquête parlementaire qui a mis en lumière les techniques qu'utilisaient les Européens pour se procurer des esclaves en Afrique. L'une de ces techniques, nous en avons déjà un peu parlé, c'était les prises d'otages. Ils kidnappaient des Africains ou par la ruse, ils les attiraient sur leur bateau et là c'est souvent des enfants qui tombaient dans le piège. Et ensuite, ils appelaient les membres de la famille et ils leur disaient « Si vous voulez récupérer votre enfant, votre sœur ou votre femme, livrez-nous des esclaves, sinon vous ne les reverrez jamais. » Et donc, ces Africains partaient capturer d'autres Africains. Et de préférence, ils capturaient des gens d'une autre tribu pour les livrer aux Européens et récupérer les membres de leur famille. Et cette situation a créé des haines et des rancunes entre les tribus. Thomas Clarkson, dans son livre Le cri des Africains, mentionne cette technique aux pages 7 et 8, en précisant qu'il tient cette information des conclusions de la commission d'enquête parlementaire. Les capitaines des vaisseaux négriers européens ont encore un autre moyen de s'assurer du paiement de ce qui leur est dû. Ils confient des marchandises à des facteurs noirs qui les transportent dans l'intérieur des terres et qui doivent revenir avec un nombre déterminé d'esclaves. Cependant, les capitaines ont soin de se faire remettre par le facteur plusieurs de ses enfants ou d'autres membres de sa famille, formant la valeur des marchandises confiées. Ils les prennent en otage à bord de leur propre navire
et si les stipulations ne sont pas rigoureusement remplies, ils ont le droit de les emmener comme esclaves. Alors les facteurs commencent leur tour, ils mettent dans leurs opérations toute la promptitude possible. L'amour de leur famille est pour eux un stimulant puissant qui les excite à ne pas perdre de temps et à revenir à l'époque désignée. Mais hélas, il arrive bien souvent qu'ils sont eux-mêmes pris dans leur voyage et vendus comme esclaves. Ainsi, tandis qu'un navire les entraîne à un cruel esclavage, un autre navire emmène leur famille innocente et infortunée. Mais nous ne finirions pas si nous voulions raconter tous les actes de fraude, de violence, d'injustice, consignés dans le résumé des interrogatoires relatifs à la traite et qui servent à alimenter ce commerce odieux. Qu'on se figure quelle doit être leur effrayante efficacité, puisqu'il a été prouvé que le nombre des esclaves transportés d'Afrique aux Indes occidentales s'élevait de 60 000 à 100 000 par année. Les facteurs dont il est question, ce sont ces Noirs dont on nous dit qu'ils faisaient le trafic d'esclaves. Donc, que faisaient les négriers? Ils prennent sa famille et ils lui confient des marchandises. Et ils lui disent, avec ces marchandises, tu fais la tournée des rois africains et tu échanges ces marchandises contre des esclaves. Si tu ne rapportes pas le nombre d'esclaves équivalent à ces marchandises, c'est ta famille qu'on emmène comme esclave. Et cet Africain devient trafiquant s'il veut sauver sa famille, il n'a pas le choix. Je suppose que dans votre vie, vous avez déjà été confronté à des démarcheurs ou à des commerciaux, des gens qui vont de porte en porte pour essayer de vendre quelque chose, de la nourriture, des livres, un calendrier, etc. Essayez de visualiser cette scène. Une bande de truands, des mafieux, kidnappent un enfant. Et ils remettent au père de l'enfant 50 montres. Et ils lui disent, tu vas faire le tour des immeubles et tu vas vendre ces 50 montres pour nous. Si à la fin de la journée, tu n'as pas écoulé le stock, on emmène ton enfant et tu ne le reverras plus jamais. Que va faire cet homme? Il va se démener comme jamais. Il va faire du forcing. Il va remuer ciel et terre pour pousser les gens à lui acheter une montre. À certains moments, il va peut-être même vous sembler agressif. Mais en réalité, pendant qu'il vous parle pour vous convaincre de lui acheter une montre, son cœur est en morceaux. Son cœur est en larmes parce qu'il doit sauver son enfant. Il n'a pas le choix. Et ça, c'est une des techniques que les Européens ont utilisées pendant ces 400 ans pour transformer des Africains en trafiquants d'esclaves. Karl Bernhard Wahlström, que nous avons déjà évoqué, était un économiste et un peintre suédois du XVIIIe siècle. Quand le débat sur la traite négrière a commencé, il a décidé d'aller en Afrique, dit-il, pour observer et enquêter. Il a dit, en gros, moi, je ne suis ni un négrier, ni un abolitionniste, je vais aller en Afrique pour me faire ma propre opinion. Il est resté 2 ans en Afrique. Et au bout de 2 ans, il est revenu en Suède, et là, il a publié ses conclusions dans un livre en 1789 intitulé « Observations sur le commerce des esclaves ». Et dans ce livre, il résume la traite négrière européenne en 2 mots, seulement 2 mots. C'est le titre du chapitre 4. Page 22. De la tricherie ou du stratagème. Les divers autres moyens par lesquels les esclaves sont obtenus peuvent être inclus sous les mots tricherie ou stratagème. Et il dit que c'est la même pratique, mais qui va s'exprimer sous des formes différentes. Et il ajoute plus bas, de plus, les stratagèmes que les négriers utilisent chaque jour pour obtenir des esclaves sont si nombreux que cela prendrait un volume pour tous les relater. Aujourd'hui, on nous présente
la traite européenne comme un commerce librement consenti entre les Européens et les rois africains. Mais on ne nous parle jamais de ça. Je rappelle que quand vous êtes face à une personne consentante, vous n'avez pas besoin d'utiliser la tricherie et les stratagèmes pour l'amener à faire ce que vous voulez. Si les Européens utilisaient la tricherie et les stratagèmes chaque jour, comme il est dit ici, chaque jour pour obtenir des esclaves, c'est bien qu'en face il y avait de la résistance, c'est bien que les rois africains n'étaient pas disposés à accepter ce trafic. Mais remontons quelques pages plus haut, parce que lui aussi parle des prises d'otages. Il montre que la tricherie et les stratagèmes ne sont pas les seules méthodes. Regardons un peu la table des matières de ce livre. Chapitre 1. Il explique comment les Européens utilisaient la guerre pour se procurer des esclaves. Chapitre 2. Comment ils utilisaient le pillage. Chapitre 3. Comment ils utilisaient le kidnapping. On va lire un extrait de ce chapitre 3, pages 17 et 18. Il est trop bien connu, au moins sur certaines parties de la côte, que les Européens n'ont jamais manqué, quand l'opportunité se présentait, de saisir des natifs sans méfiance de l'Afrique et de les emmener par la force dans leur propre colonie. C'est l'extrait que nous avions lu tout à l'heure, mais on n'avait pas lu la suite. C'est ce que font habituellement les Européens quand ils n'ont pas de colonie, de sorte que le fait échappe généralement à l'attention de leurs compatriotes. Il dit ensuite, à de tels endroits, ils obligent les nègres à leur livrer des otages qu'ils gardent à bord. La trêve étant conclue, les indigènes sans méfiance embarquent avec confiance et visitent le navire à plusieurs reprises sans aucune sorte de suspicion ou crainte. Mais si le vent est favorable, aucun des monstres européens qui se livrent à ce commerce n'a le scrupule de lever l'ancre et d'emmener non seulement les nègres libres qui sont venus à bord faire du commerce, mais aussi les otages au mépris de la loi des nations et de l'honnêteté commune. Quand ils arrivent, ils obligent les Africains à leur livrer des esclaves. Et ensuite, ils proposent une trêve et ils leur disent qu'ils viennent en paix, qu'ils viennent en amis, et ils leur proposent de monter à bord du navire pour voir les produits qu'ils ont à leur vendre. Et une fois que les Noirs sont à bord, si les vents sont favorables, les Européens lèvent l'ancre et emportent tout le monde comme esclaves, tant les otages que ceux qui étaient montés à bord pour voir les produits européens. Aux pages 19 et 20, il raconte que 3 navires anglais ont fait voile après avoir kidnappé des Africains de cette façon, mais un des navires a eu des problèmes techniques et a dû faire demi-tour et revenir sur la côte. Et là, les Africains qui étaient sur la côte les ont attaqués et quelques-uns ont couru se réfugier dans un fort français. Donc, lui aussi confirme que, durant la traite négrière, les Européens kidnappaient, capturaient et prenaient en otage des Africains pour les emmener comme esclaves. Mais il donne une précision qui va nous aider à comprendre quelque chose de très important. Il précise que les négriers faisaient cela de manière à ce que cela ne soit pas su par leurs compatriotes. Donc, il faisait en sorte que les citoyens européens ne sachent pas que ces esclaves provenaient de capture, de kidnapping ou de prise d'otages. Donc, logiquement, quand ils enregistraient ces Africains dans leur registre, qu'est-ce qui marquait? On comprend ici qu'ils ne marquaient pas que ces Africains avaient été capturés ou kidnappés. Il fallait forcément qu'ils marquent autre chose.
Donc, quelle est la seule option qu'ils avaient? C'était de marquer que ces Africains avaient été achetés. Donc, ils faisaient croire que ces Africains qu'ils avaient capturés avaient été achetés. Ils mettaient sur le dos des rois africains ce que eux avaient fait. Ce qui veut dire qu'une grande partie des accusations qui sont aujourd'hui encore portées contre les rois africains sont des accusations mensongères. Parce que les documents sur lesquels reposent ces accusations sont des documents en partie falsifiés. Gwendoline Midlo Hall, une chercheuse américaine, déclare ceci dans son livre « Esclavage et ethnicité africaine aux Amériques ». Certains ont mis en lumière que, pour des raisons variées, ces documents de la traite négrière européenne rapportaient des informations falsifiées. Ça, c'est un élément factuel. On sait que les documents que l'on utilise aujourd'hui pour raconter l'histoire de la traite négrière européenne sont des documents falsifiés. Énormément de sources le confirment, telles que ici l'Encyclopédie du Nouveau Monde, qui dit que les archives de la traite transatlantique du XVIe au XVIIIe siècle sont des sources utiles, mais que ces documents étaient souvent falsifiés. J'aimerais que vous notiez bien ceci. C'est que c'est sur la base d'une documentation falsifiée qu'on accuse aujourd'hui les Africains d'être en partie responsables de la traite négrière. Les Européens d'aujourd'hui accusent les rois africains d'avoir été complices de la traite négrière sur la base de documents que leurs prédécesseurs négriers ont falsifiés. On a vu précédemment que quand la traite négrière a commencé à être condamnée moralement, les négriers, propriétaires d'esclaves, négociants, assureurs ont détruit les documents les plus compromettants. Et on sait également que durant toute la période de la traite, ils ont falsifié leurs documents. Et c'est sur ce fondement-là, ce fondement de mensonge, de dissimulation, de falsification, que l'on dit que les victimes sont également responsables de leur malheur. En 1808, Thomas Clarkson, dont nous avons déjà parlé, a publié une synthèse de la commission d'enquête parlementaire qui s'était tenue en Grande-Bretagne sur la traite négrière. Et il raconte à la page 217 qu'un témoin a été interrogé sur les enfants. On lui a demandé d'où venaient les enfants qui étaient régulièrement déportés. Et en réponse, ce négrier va expliquer que les enfants avaient été vendus avec toute leur famille par les rois africains parce qu'ils avaient été condamnés pour sorcellerie. C'est ce qu'il explique ici. Et il ajoutait qu'il y en avait en réalité très peu. Mais Thomas Clarkson explique ensuite qu'il a été démontré que contrairement à ce que disait le négrier, il n'y en avait pas très peu. Parce que un quart de la cargaison de déportés sur cette côte, c'était des enfants. Et qu'il a été démontré que sur cette partie de l'Afrique, les Européens kidnappaient régulièrement les enfants. Donc, les Européens kidnappaient les enfants, mais ils disaient que ces enfants avaient été vendus par des rois africains avec toute leur famille. Donc, ils attribuaient aux rois africains les kidnappings que eux-mêmes avaient faits. À la page 481, il mentionne un autre témoin qui s'étonne sur le fait qu'on demande l'avis des négriers sur des questions relatives à la traite, alors qu'on sait que ces gens-là ne sont pas fiables parce qu'ils falsifient leurs documents.
On va un peu résumer ce qu'on a vu. La traite négrière européenne, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, ce ne sont pas que des achats d'esclaves. Les Européens achetaient des Africains, mais ils les kidnappaient également. Donc ce sont des achats et du kidnapping en parallèle. Les négriers falsifiaient régulièrement leurs documents et un des motifs de cette falsification, c'est qu'ils mentionnaient qu'ils avaient acheté des Africains alors qu'en réalité, ils les avaient capturés. C'est sur la base de cette documentation en partie falsifiée que repose l'accusation selon laquelle les rois africains ont été complices des Européens. Nous poursuivons et comme je l'ai dit dans la première vidéo, il y a tellement de choses à dire et de sources à montrer que le temps ne me permet pas de tout évoquer dans le détail. Nous avons vu que les Européens avaient deux modes d'acquisition des esclaves, les captures et les achats. Pourquoi ne se sont-ils pas contentés de capturer? Tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas accéder facilement aux Africains qui vivaient à l'intérieur de l'Afrique. Ils pouvaient capturer les Africains qui vivaient sur les côtes. Ils en avaient les moyens militaires. Mais la majorité des Africains vivaient à l'intérieur des terres et pour accéder à eux, il fallait passer par des zones inhospitalières et inconnues. C'est pour pallier cette difficulté qu'ils ont décidé d'utiliser des intermédiaires, des gens qui iraient à leur place au cœur de l'Afrique pour faire des esclaves. Et pour cela, ils vont employer les deux moyens dont nous avons parlé, la force et la ruse, et ainsi mettre en place tout un système de coercition et de corruption pour obtenir la collaboration de ces intermédiaires. Des intermédiaires qu'on appelle couramment courtiers ou trafiquants nègres, slatés et autres. Qui sont exactement ces trafiquants? C'est en réalité un ensemble d'individus très hétéroclites. Avant d'expliquer qui sont ces trafiquants, on peut déjà rectifier ce qui est raconté ici sur le site d'Hérodote. La traite atlantique n'a été rendue possible que grâce à la présence de trafiquants parmi les Africains eux-mêmes. Ça, c'est le genre d'informations fallacieuses qu'ils ont puisées dans les déclarations de Pétré, Grenouillot et autres. La présence des trafiquants nègres, et on va préciser de qui il s'agissait, n'est pas liée à la traite négrière européenne. Parce que eux, ce qu'ils veulent nous dire ici, c'est que s'il n'y avait pas eu ces trafiquants nègres, il n'y aurait pas eu de traite européenne. Or, les deux choses ne sont pas directement liées. Ces trafiquants nègres ont juste facilité aux Européens l'accès à certaines zones de l'Afrique, notamment l'Afrique intérieure. Mais la traite européenne avait commencé avant ces trafiquants et sans ces trafiquants. Et comme nous le verrons ensuite, ce sont les Européens qui ont créé ces trafiquants. On sait cela en partie grâce au témoignage de Eanès Zourara dans le livre Voyage de Guinée qui relate les toutes premières années de la traite négrière européenne au XVe siècle. Et cet ouvrage montre qu'à l'origine, ce ne sont que des captures. Les Portugais essayaient de capturer les Africains qui vivaient sur les côtes. Je vous mets ici des photos parce qu'il y a certains ouvrages que j'ai dans ma bibliothèque mais pas en numérique. Donc j'ai pris des photos de certaines pages. Là, vous avez sous les yeux, à la page 168 de ce livre Chronique de Guinée publié au XVe siècle, le commencement de la traite négrière européenne. Ces lignes vous disent comment la traite européenne a commencé. Il raconte que des Africains ont été capturés et il dit « Ce furent les premiers Noirs à être capturés dans leur propre pays par des chrétiens. » Et il n'est aucune chronique ni aucune histoire à dire le contraire. C'est ainsi que la traite négrière européenne a commencé. Les Européens capturaient des Africains.
Et vous constatez ici qu'il n'y a ni roi africain qui vend des esclaves, ni trafiquants nègres, ni marché avec des esclaves. Ce sont juste des Européens qui capturent des Africains. Donc là, on a confirmation que ce n'est pas la présence de ce qu'ils appellent les trafiquants nègres qui a rendu possible la traite européenne. Parce que là, il n'y avait pas de trafiquants nègres. La fin de l'ouvrage, à la page 373, nous donne le bilan des 7 premières années des expéditions portugaises sur les côtes africaines. Et il nous est dit qu'il y a eu 927 captifs durant les 7 premières années. Ce bilan est mince et il s'explique par le fait que les premiers explorateurs portugais, qu'on appelait les chevaliers de l'ordre du Christ, se sont presque tous fait tuer. Le livre montre que les Africains étaient déterminés à se battre pour protéger leur pays et leur famille, et donc la majorité des négriers portugais ont été tués dans les combats. Mais ensuite, les Portugais vont changer de stratégie. Je n'aurai pas le temps de le développer parce que ça nécessiterait plus de vidéos, mais ils vont revenir avec des moyens militaires plus importants. On a cette illustration tirée du livre de Léon l'Africain qui nous dit que les Portugais ont pu revenir en Afrique grâce à leur supériorité militaire. Mais ils vont revenir aussi avec des missionnaires, et la religion va jouer un rôle majeur dans le développement de la traite européenne. Je n'aurai pas le temps de le développer. Par exemple, le livre Description du royaume de Congo et des contrées environnantes publié au XVIe siècle le montre très bien. On va maintenant, pour finir cette vidéo, se focaliser sur ces fameux trafiquants nègres, sur ces personnes qui ont servi d'intermédiaires aux Européens. Qui étaient-ils exactement? Ce sont en réalité des groupes très disparates. Tout d'abord, il y avait d'anciens esclaves. Les Européens, à commencer par les Portugais, avaient mis en place une politique de retournement des anciens esclaves. Le premier à avoir donné cette information, c'est Cada Mosto, dans son livre Voyage en Afrique noire, publié au XVe siècle. À la page 86, il dit ceci. Quant à nos truchements, donc ces fameux intermédiaires, outre ce service de traduction, ils pouvaient s'affranchir s'ils bâillaient 4 nouveaux esclaves à leur maître. Par ce moyen, beaucoup parvinrent à se libérer de leur servitude. Donc, ils proposaient à des esclaves, à des Africains qui avaient déjà été capturés, de retourner en Afrique, mais en tant que trafiquants, et que s'ils ramenaient 4 esclaves, ils retrouveraient la liberté. On peut comprendre que, quand on a pour seule perspective le fait de finir sa vie en tant qu'esclave avec des coups de fouet, et qu'on vous offre de recouvrer la liberté, si en échange, vous parvenez à ramener 4 esclaves, on peut comprendre que certains aient eu envie d'accepter. Mais il est surtout évident que les esclaves à qui on faisait cette proposition n'avaient pas le luxe de dire non. Parce que quand vous êtes un esclave, vous ne pouvez pas vous permettre de dire non à votre maître. Et c'est ainsi que de nombreux esclaves ont été renvoyés en Afrique pour devenir des trafiquants. Donc, quand on parle de trafiquants nègres qui servaient d'intermédiaires aux Européens, eh bien, parmi ces trafiquants-là, beaucoup étaient en réalité d'anciens esclaves. Et je dis beaucoup parce que c'est le mot qu'emploie Cada Mosto. Il dit que beaucoup parvinrent à se libérer de leur servitude. Donc, c'est une technique qui a été utilisée massivement par les Européens. Mais il est arrivé que certains de ces esclaves, une fois de retour en Afrique, poussent les Africains à se révolter. On a le récit de Paul Erdmann Isert, qui était un chirurgien allemand qui a vécu pendant des années en Afrique, et pour retourner en Europe, il a voyagé dans un navire négrier avec un convoi d'esclaves. Et pendant la traversée, les esclaves se sont révoltés. C'est ce qu'il explique notamment à la page 122 de son livre.
il dit, l'un des chefs de la conjuration était un nègre qui avait déjà été en Amérique et en Angleterre, et qui, je ne sais comment, était revenu à la côte et se trouvait au service de nos établissements comme matelot. Donc, lui dit qu'il ne sait pas ce que ce noir qui était déjà esclave fait là, à travailler pour les Européens, mais nous le savons, hein, puisque nous savons que les Européens avaient l'habitude de renvoyer certains de leurs esclaves en Afrique pour les aider dans leur trafic. Et il dit par la suite que les Européens vont le renvoyer en Amérique au motif qu'il avait contracté beaucoup de dettes et qu'ils ont donc voulu s'en débarrasser. Mais le vrai motif de ce renvoi, il est là. C'est que cet Africain, quand il est revenu en Afrique, n'a pas joué le jeu. Il n'a pas fait ce que les négriers attendaient de lui. Lui, il a raconté aux Africains ce qui se passait vraiment en Amérique, ce que les esclavagistes faisaient subir aux Africains, les privations, les coups, le travail, etc. Et c'est la vraie raison pour laquelle les négriers vont le renvoyer en Amérique. Donc voilà déjà une catégorie de ceux qu'on appelle les trafiquants nègres. Ce sont des esclaves que les Européens ont renvoyés en Afrique pour les aider dans leur trafic. Et on peut postuler que dans leur position d'esclaves, ils n'avaient pas eu le choix. Ils n'avaient pas eu la possibilité de dire non. Voyons un deuxième groupe. Pour cela, nous allons revenir à notre époque. Deux chercheurs du CNRS nous parlent d'une autre catégorie. Charles Baker et Victor Martin, dans leur étude intitulée Cailleurs et Baol, Royaume sénégalais et traite des esclaves, expliquent que beaucoup de ces trafiquants nègres étaient en fait des métis. Voici ce qu'ils disent à la page 282. L'achat et la revente des esclaves aux cailleurs et aux baols par les mulâtres et métis est un phénomène qui échappe presque entièrement à la quantification. Ils disent qu'on ne peut pas quantifier l'ampleur, mais que ce trafic était essentiellement fait par des mulâtres et des métis. Qui étaient ces personnes? Il faut savoir que dans les colonies, les propriétaires d'esclaves avaient l'habitude de violer les femmes esclaves. Et de ces viols naissaient parfois des enfants. Et certains de ces enfants étaient formés pour devenir trafiquants d'esclaves en Afrique. Donc, certains de ces métis étaient des enfants de propriétaires d'esclaves. D'autres étaient des enfants de ce qu'on appelait les lançados. Les Portugais avaient fait des unions forcées entre des individus blancs et des femmes africaines esclaves. Ces blancs, c'étaient souvent des criminels, des repris de justice, et il y avait également des juifs. Et de ces unions forcées sont nés des enfants métis. Et ces enfants étaient formés pour être des trafiquants d'esclaves en Afrique. Cette stratégie consistant à utiliser des enfants pour les former au trafic négrier, c'est une stratégie que les Européens utilisaient déjà depuis très longtemps. Je rappelle, il y aura d'ailleurs une vidéo consacrée à cette thématique, que les Européens se sont esclavagisés entre eux dès le commencement de leur histoire. Et Voltaire, dans son livre Essai sur les mœurs, explique ce que faisaient les Vikings quand ils prenaient des esclaves. Page 475. C'est plutôt la page 476, dont parlant des Normands, c'est-à-dire les Vikings, il dit « Ils emmenaient les hommes en esclavage, ils partageaient entre les femmes et les filles, prenant jusqu'aux enfants pour les élever dans leur métier de pirate. » Voilà donc cette technique que les Européens vont réutiliser par la suite en Afrique avec les enfants métis. L'abbé Raynal, dans le tome 3 de son Histoire philosophique et politique, nous donne une information qui va dans le même sens.
Voici ce qu'il dit à la page 135. Une autre raison qui empêche l'asservissement des petits États par les grands, il parle ici des royaumes africains, c'est que ces peuples n'attachent aucune idée à la gloire des conquêtes. Il dit que les Africains, l'idée de faire des conquêtes, c'est-à-dire d'aller dans un autre pays pour piller les richesses des autres, cette idée-là ne fait pas partie de la pensée africaine. Mais il ajoute après, le seul homme qui ait paru touché était un courtier d'esclaves qui, dès son enfance, avait fréquenté les vaisseaux européens et qui, dans un âge plus mûr, fit un voyage en Portugal. Il ajoute donc que le seul Africain qui s'est comporté comme ça, c'est un Africain qui, dès son enfance, avait été en contact avec les Européens. Et comme par hasard, cet Africain-là était devenu courtier d'esclaves, c'est-à-dire qu'il était un de ceux qu'on appelle ces trafiquants nègres. Donc là, on a déjà vu deux groupes majeurs de ces gens qu'on appelle les trafiquants nègres. Un, ce sont d'anciens esclaves que les Européens ont renvoyés en Afrique pour faire le trafic. Et ensuite, ce sont des Africains qui, dès leur enfance, ont été modelés par les Européens pour faire le trafic d'esclaves. Francis Moore, dans son livre Voyage à l'intérieur des terres d'Afrique, nous parle d'un de ces Africains nommé Valentin Mendes, un Portugais noir qui était récemment entré au service de la compagnie de l'entreprise négrière. Ce Valentin Mendes, parce que Valentin Mendes n'est pas un nom africain, c'était soit un ancien esclave que l'on a renvoyé en Afrique pour faire le trafic, soit un métis ou un mulâtre. Voyons un troisième groupe. Ce troisième groupe est mentionné par un commandant de fort négrier dont nous avons déjà parlé. Jean-Baptiste Durand, dans son livre Voyage au Sénégal, en fait mention à la page 67, puis aux pages 127 et 128. Les nouveaux colons, donc des colons européens, furent bien reçus par les naturels et surtout par les Portugais naturalisés sur ce continent et qui l'habitent depuis longtemps pour y faire la traite des esclaves. Il parle ici de Portugais qui se sont établis sur le continent africain depuis très longtemps et qui habitent le continent africain depuis très longtemps et qui sont là spécialement pour faire la traite des esclaves. Et il donne une précision importante. Il dit que ces Portugais sont naturalisés. Naturalisés. Regardons ce qu'il dit à la page 67. Plusieurs familles portugaises y restèrent cependant, s'y naturalisèrent. Leurs descendants, devenus africains, se sont répandus dans l'intérieur et vivent en paix avec les naturels du pays. Il explique que plusieurs familles portugaises se sont établies sur le continent africain pour faire le trafic d'esclaves et que leurs descendants sont devenus africains et se sont répandus à l'intérieur de l'Afrique et se sont donc mélangés avec les Africains. Lui parle ici du Sénégal, mais on sait que ces descendants de Portugais étaient sur l'ensemble du continent africain. On en trouvait beaucoup au Congo et en Sierra Leone notamment. Et ce sont eux, principalement, qui organisaient le trafic négrier à l'intérieur de l'Afrique. Parce que eux s'étaient établis en Afrique dans ce but précis. Jean-Baptiste Léonard Durand dit que ces Portugais sont devenus africains et qui se sont naturalisés. Qu'est-ce qu'il veut dire par naturaliser? Je rappelle qu'à cette époque, il n'y avait pas de pièce d'identité. Donc qu'est-ce qu'il entend par là? En 1793, est paru un livre publié par un chercheur américain intitulé
une description du territoire occidental de l'Amérique du Nord, rédigée par Gilbert Imlay. Et à la page 190, il nous donne une information étrange sur ces Portugais. Regardons ça ensemble. Les Portugais de Mitombo, en Sierra Leone, sur la côte de l'Afrique, ont, par intermariage avec les naturels et en adoptant leurs manières, sont devenus en quelques générations parfaitement assimilés dans l'aspect, la silhouette et la couleur de peau. Il dit qu'au fil des générations, ces Portugais sont devenus africains, non seulement dans les manières, mais aussi dans la couleur de leur peau. Et ce chercheur cite un autre auteur de l'époque qui dit que les descendants de ces Européens policés sont devenus à la fois dans leur personne et dans leur manière plus comme des bêtes que comme des hommes. Par bête, il faut comprendre nègre. L'abbé Grégoire aussi mentionne ces Portugais dans son livre de la littérature des nègres, aux pages 16 et 17. De Manet et Imlay remarquent que les descendants des Portugais établis au Congo sur la côte de Sierra Leone et sur d'autres points de l'Afrique sont devenus nègres. Voilà l'information que l'on a sur ces Portugais établis en Afrique pour faire le trafic négrier. Au fil des générations, ils sont devenus noirs. Et c'est pour ça qu'il y a cette confusion quand on parle de trafiquants nègres. On veut nous faire croire que ce sont des Africains de l'intérieur, alors qu'en réalité, ce sont des gens qui venaient de l'extérieur de l'Afrique. Ce sont des gens qui ont infiltré le territoire africain et qui l'ont souillé de l'intérieur, qui l'ont corrompu de l'intérieur et qui ont perverti les mœurs africaines avec leur trafic négrier. Dans cette étude, le rôle de l'Inquisition en Guinée, traduit du portugais, publié par le chercheur portugais Antonio de Almeida Mendes, il est également fait mention de ces Portugais noirs. À la page 146, le navigateur anglais Richard Jobson, qui se rendit en Gambie dans les années 1620, nous a laissé la description suivante. Ce sont des Portugais, comme ils se nomment eux-mêmes, et quelques-uns parmi eux leur ressemblent. D'autres sont mulâtres, entre le blanc et le noir, mais la plupart sont aussi noirs que les naturels du pays. Donc, au début du XVIIe siècle, il dit qu'il y avait en Afrique noire des Portugais, quelques-uns étaient blancs, quelques-uns étaient métis, mais la plupart étaient aussi noirs que les Africains eux-mêmes. Donc, on va bien se mettre d'accord sur un point. Ces noirs que vous voyez sur ces images qui circulent sur Internet et ailleurs, ces noirs, ce ne sont pas des Africains. Ce sont des infiltrés. Ce sont des gens qui ont été introduits au cœur de l'Afrique noire pour pourrir les Africains de l'intérieur. C'est pour ça que certains d'eux étaient appelés les lançados, parce qu'ils ont été lancés sur les Africains. Leur mission, c'était de s'implanter au cœur de l'Afrique noire pour organiser le trafic négrier de l'intérieur. Pourquoi la Torah présente le mal comme un serpent? J'espère que personne d'entre vous s'imagine qu'un serpent est venu parler à Ève. Ce sont des métaphores, tout ça. C'est quoi la métaphore? Pourquoi un serpent? Parce qu'en vérité, comment qu'un serpent tue?
Tous les animaux te tuent de l'extérieur. Ils sautent sur toi, les animaux sauvages, et ils te tuent. Avec l'extériorité de leur corps, leurs dents, leurs griffes, etc. Mais comment tue le serpent? Il fait pénétrer en toi un venin qui te tue de l'intérieur. C'est pas la morsure du serpent qui tue. Elle fait mal, mais c'est pas elle qui tue. Ce qui tue, c'est qu'au moment où il te mord, il fait rentrer un venin en toi, et c'est le venin qui te tue de l'intérieur. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Ça veut dire que la Torah nous décrit ici que quand le serpent, qui est bien sûr une métaphore, s'est attaqué à Adam et Ève, en vérité, son mal, il l'a fait rentrer à l'intérieur d'eux pour les tuer de l'intérieur, sans qu'ils ne s'en rendent compte, qu'ils sont infiltrés par des forces qui vont les détruire de l'intérieur. Et c'est comme ça qu'on affaiblit. Parce que quand tu es attaqué par l'intérieur de toi, tu t'affaiblis beaucoup plus vite que quand c'est à l'extérieur. Comme une maladie. Une maladie, elle te tue de l'intérieur. Et tu ne peux pas résister, parce qu'elle est dans ton corps. Et elle tue tout, elle détruit tout de l'intérieur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais d'abord vous donner l'exemple du peuple juif, avec nos commentaires qui sont aussi des commentaires qui traversent toute l'histoire. Nos maîtres nous disent qu'au moment où Israël est sorti d'Égypte, à ce moment-là, il y avait dans le gouvernement égyptien, comme on le sait, des sorciers, des sages, etc., qui ont dit, on ne va pas laisser ce peuple nous échapper. Et donc, quelle a été l'idée d'infiltrer à l'intérieur du peuple juif des personnages dont le but sera de détruire Israël de l'intérieur et aussi de salir Israël de l'extérieur. Des gens qui avaient pour mission de s'infiltrer, de se faire passer pour des juifs, ou à la rigueur des convertis, mais de faux convertis, et de tout mettre en place pour détruire Israël de l'intérieur et le salir face à l'extérieur. Donc, ça va salir l'image du peuple juif. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que nous disent nos maîtres? Qui était à la tête du veau d'or? Ce qu'on appelle en hébreu le Erev Rav, c'est-à-dire, je vais traduire en français, les infiltrés. C'était eux qui ont fait le veau d'or et qui sont arrivés à amener une partie d'Israël à danser autour du veau d'or. Mais la majorité de ceux qui ont fait le veau d'or, c'était en vérité de faux juifs. Mais vu de l'extérieur, jusqu'à aujourd'hui, quand quelqu'un lit la Bible, et il voit qu'au moment où Moïse reçoit la Torah, les Juifs dansent autour d'un veau d'or, mais un non-juif, on pourrait dire très standard, qu'est-ce qu'il va dire? Mais ils sont fous, ces Juifs. C'est impossible. C'est pas normal. Mais par contre, personne ne sait que ceux qui ont fait le veau d'or, c'était pas des Juifs. C'était des infiltrés qui étaient là pour détruire Israël de l'intérieur et surtout pour le salir aux yeux des nations, qui commettent de grosses fautes aux yeux du monde entier. Et après, les gens vont dire, mais regardez ces sales juifs là, comment ils se comportent. Mais parce que personne ne sait qu'en vérité, il n'est pas juif du tout, le bonhomme. Il a été introduit, payé, il est arrivé à avoir une grande puissance parce qu'on lui donne énormément d'argent. Et ce qu'il va faire, tout le monde va le savoir. Et tout le monde va croire qu'il est juif, mais en vérité, il n'est pas juif du tout. Il est infiltré pour nous salir aux yeux des nations, pour renforcer l'antisémitisme et aussi pour nous détruire de l'intérieur. Eh bien, mes amis, il se passe exactement la même chose en Afrique. Et surtout, depuis que les Blancs ont voulu prendre possession de l'Afrique. Donc, plutôt que de juger, il faut essayer de comprendre dans quelle situation nos ancêtres sur les côtes se sont retrouvés. Quel piège s'est refermé contre eux. Ils ont été attaqués de l'extérieur et de l'intérieur. À l'extérieur, il y avait toutes ces armées européennes installées sur les côtes avec des forts quasi imprenables, plus les Arabes et les Berbères. Et ils étaient attaqués de l'intérieur par des personnes qui avaient la même apparence qu'eux et qui étaient là pour faire ce trafic et pour les corrompre. Comment fait-on quand on est en permanence attaqué sur tous les fronts?
Il faut vraiment essayer de comprendre, plutôt que de juger des siècles plus tard, installés sur notre canapé. Il faut essayer de comprendre dans quel piège nos ancêtres se sont retrouvés. Les trois groupes que nous avons vus constituent l'ossature de ce qu'on appelle aujourd'hui les trafiquants nègres. Quand on parle aujourd'hui de ces intermédiaires, de ces courtiers, de ces gens cruels qui escortaient les convois de nègres jusqu'à la côte, ce sont tous des gens qui étaient au service des Européens, qui ont été modelés par les Européens. Soit c'était d'anciens esclaves qu'on a renvoyés en Afrique pour faire le trafic négrier, soit c'était des métis dont le père était esclavagiste, soit c'était des Européens qui s'étaient établis en Afrique depuis plusieurs générations pour faire le trafic des esclaves. Voilà la réalité de ce qu'on appelle aujourd'hui les trafiquants nègres. Sans être exhaustif, on peut déjà conclure que quand on nous parle d'Africains qui ont participé à la traite négrière, quand on examine attentivement le profil de ces Africains, quand on les examine à la loupe, on trouve quasiment toujours l'empreinte des Européens sur eux. Et quand on ne trouve pas l'empreinte des Européens, on trouve l'empreinte des Arabes et des Berbères. Parce que les Européens et les Arabo-Berbères font le trafic d'esclaves depuis le commencement de leur histoire. Et quand ils ont forcé les portes de l'Afrique noire, ils y ont introduit cette pratique détestable. Le commerce des esclaves n'existait pas en Afrique subsaharienne avant le 7e siècle, c'est-à-dire avant l'arrivée des musulmans. Le commerce des esclaves, ce n'est pas une pratique africaine. Nous nous sommes dans cette vidéo attardés sur les intermédiaires. Dans la partie suivante, nous parlerons de manière générale des Noirs qui vivaient sur les côtes.